On se retrouve maintenant dans cette deuxième partie pour aborder le thème de la négociation internationale. Alors, je vous pose la question à vous tous, la négociation internationale, comment ça se passe? Vous en tant que chef d'entreprise, vous en tant que justement plus formateur pour les personnes qui partent à l'international pour signer des contrats, négocier. Alors, qui veut prendre la parole? Comment pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Moi, je vais vous expliquer simplement comment nous avons fait. C'était de la débrouille. C'est-à-dire qu'on a essayé plusieurs méthodes qui ne marchaient pas jusqu'à tomber sur la bonne méthode. On a tâtonné, on a été au tâtonnement, ce qui a un coût et ce qui laisse une image des fois sur le marché qui n'est pas celle qu'on a voulu laisser. Donc au début, on a dit on va gérer ça depuis la France, puis après on a dit ça va pas, on va prendre un petit peu de personnel dans un call center. Alors ça c'est la gestion du personnel. Mais au départ, comment est-ce que comment est-ce que vous négociez justement des contrats avec les personnes à l'international, avec les personnes qui sont nous on a voulu sous-traiter au début, donc on n'a pas eu besoin de, on a négocié un contrat commercial, genre type call center si on veut, un niveau un petit peu plus élevé au niveau commercial, et on a été formé des gens à notre produit, très simplement, on a fait quelque chose de très basique et on s'est arrêté là. Et c'était pas obligatoirement la bonne solution. C'était la solution très courante dans le monde de l'international. Et c'est justement ce que je crois que de nouvelles matières autour des compétences internationales sont là aujourd'hui pour changer un peu ce cadre. Parce que soyons très honnêtes, j'ai eu exactement les mêmes témoignages que vous. D'abord pour les avoir vécus moi-même, puisque j'ai vécu dans 11 pays différents et j'ai vu combien d'entreprises, après des millions ou des centaines de milliers, peu importe, d'investissements, s'y casser les dents. Et puis les témoignages que j'ai pu entendre, ce monsieur à la tête d'une PME, pour en revenir à cela, qui me disait les Chinois, je suis allée en Chine, je suis rentrée, c'est terminé, maintenant c'est eux qui m'appellent pour venir, qu'ils n'y comptent pas. J'ai entendu dans des plus grosses sociétés des gens très humblement et des gens qui, au demeurant, ont fort bien réussi. Dire il m'a fallu 4 ans pour imaginer, comprendre comment mener une négociation au Japon. Très parce que je suppose qu'au départ, il faut décoder. Il y a les us, les coutumes, comment est-ce qu'on fait clés. Et voilà, encore un témoignage que je voudrais vous confier à une autre échelle aussi. Là, on est dans l'entreprise, mais au niveau de l'État français, j'ai vu des ambassadeurs me dire, ou des conseillers de poste d'expansion dire le métro dans tel pays, on ne l'a pas eu parce qu'on n'a pas su négocier. Donc vous voyez toutes ces ampleurs au niveau des témoignages personnels, individuels, où vous vous rendez compte que même s'il y a des fois où ça s'est très bien passé, même pour ceux pour lesquels ça s'est très bien passé, ils reconnaissent qu'ils auraient eu les apports autour de ce que veut dire la négociation à l'international, mais ils auraient beaucoup mieux géré les choses. Et ces apports-là, c'est avant tout, effectivement, décoder une négociation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les compétences, persuader. Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans ces mondes-là? Expliquer la collaboration possible. Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans ces mondes-là? Qu'est-ce qui est attendu dans une négociation, c'est-à-dire l'établissement de confiance, de choses que l'on va faire ensemble. Et cela varie drastiquement. Et on a aujourd'hui des grilles de lecture qui aident. Des grilles de lecture qui sont autour du statut. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Qu'est-ce qui va être attendu? Est-ce qu'il faut que le patron se déplace dans une négociation? Ou est-ce que ce n'est pas la peine? Est-ce que c'est le produit qui va primer? Et tout ce champ, est-ce qu'il faut y aller seul? Est-ce qu'il faut y aller en groupe? Donc, le rapport que l'on a avec l'individu, le groupe. Donc, toute une grille de lecture qui va rendre les choses non seulement beaucoup plus efficaces, mais passionnantes, parce que du coup, on apprend à négocier de 1000 manières différentes. Et croyez-moi, aujourd'hui, les cadres qui sont allés sur ces champs de la négociation s'amusent véritablement. C'est devenu des compétences fortes, parce que si vous vous mettez à négocier comme un Japonais en France, par exemple, parce que vous avez acquis ce type de négociation, croyez-moi, ça vous donne une force presque unique. Donc ça va au-delà d'apprendre la négociation, ça vous ouvre un champ des négociations qui est au fond passionnant. Alors Monsieur Montenero, vous avez l'air d'accord avec ce que dit Patricia Glazel, oui? En fait, j'étais d'accord sur l'aspect, beaucoup d'entreprises qui vont en tâtonnant. En fait, qu'on voit des gens sur place, et c'est vrai que dans certains cas, ça marche. Ça peut marcher. On peut se planter, ça peut prendre beaucoup de temps et en fait on est là pour aider les gens à préparer ça de Alors comment mieux. Vous les aidez justement concrètement? Vous travaillez pas mal avec la Russie aussi? Oui, déjà en fait ce qui est important c'est de prendre conscience des a priori qu'on a par rapport à un pays. Si on parle de la Russie justement, assez souvent un Français qui va se retrouver avec un Russe va, sans en avoir conscience, avoir un certain sentiment de supériorité parce qu'il se dit, un pays communiste qui a pas d'expérience capitaliste, etc. Et ça va être ressenti par la personne que vous avez en face. Donc déjà, si vous avez établi
Si c'est ressenti, vous n'êtes pas dans une bonne situation de négociation. Donc là, il y a un point important. Après, on donne des clés de lecture aux personnes en fonction des pays. Par exemple, il y a quelque chose sur un pays qui est très proche, tel que l'Autriche, que les gens ont assez souvent l'habitude d'assimiler l'Autriche et l'Allemagne, alors qu'il y a des différences fondamentales. En Autriche, quand vous démarrez un contact avec des Autrichiens, il y a tout un certain temps qui va être pour établir le contact. Donc votre interlocuteur autrichien, il va vous parler du temps, il va vous parler du voyage qu'il a fait. Donc si vous coupez, parce que vous vous dites, mais là je suis venu pour négocier, ça ne m'intéresse pas, et que vous démarrez la négociation, déjà vous êtes en mauvaise situation, vous brusquez. Donc ça c'est déjà... Donc on a parlé des a priori, on a parlé des clés de lecture, et aussi ce qui est important dans la formation, je pense que c'est aussi ce que vous faites, c'est de mettre les gens en situation de façon à ce qu'ils n'aient plus peur quand ils vont se retrouver en face d'un Russe, en face d'un Autrichien, qui sont équipés. Donc vivre peut-être à l'avance comment ça va se passer, imaginer, de façon à gérer les émotions, parce que ça c'est un élément fondamental aussi. J'irai au-delà, juste une seconde, Sylvie, je vous laisse la parole, c'est qu'au-delà d'être équipé, c'est savoir s'adapter à des situations diverses. Et c'est ce que va vous donner un champ représentatif où vous pouvez adapter votre cadre de référence et le changer. Tout à fait. Je voulais juste revenir sur les clés de lecture. Finalement, la négociation, c'est à la fois une relation, parce qu'on entre en relation avec quelqu'un, et ce sont des intérêts communs, puisqu'on doit déboucher. Et cette combinaison de la relation et des intérêts n'est pas du tout la même suivant les cultures. Donc chez certains, par exemple, il va falloir passer beaucoup de temps, et c'était l'illustration ici sur l'Autriche, beaucoup de temps à construire la relation avant de pouvoir discuter intérêt. Si vous avez affaire avec des Américains, on peut tout de suite aller voir l'intérêt commun, et puis si on a signé, ensuite on va être content d'établir une bonne relation. Mais la relation et l'intérêt ne s'articulent pas, ne se construisent pas de la même façon dans tous les pays. Donc ça, c'est par exemple une des clés de lecture qu'on va pouvoir décliner dans tous les univers culturels. Et vous avez des choses qui sont surprenantes sur des pays qui sont voisins, tels que la Belgique et les Pays-Bas, où on n'établit pas la relation de la même façon. Même si c'est des pays proches, au bout du compte, on s'aperçoit que oui, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui ont créé une région Benelux, en se disant, bon, les gens parlent français et néerlandais, on va les mettre ensemble. Et en fait, ça ne se passe pas du tout de la même façon, même entre les Flamands et les Hollandais, par exemple, c'est pas du tout pareil. Alors, qu'est-ce qui change concrètement ? Par exemple, les Hollandais, moi j'avais un responsable commercial qui me disait toujours, avec les Hollandais, on négocie et après on va manger, et parce qu'on a signé le contrat, on est content. Avec les Flamands ou les Belges francophones, on mange, puis on va négocier après, une fois qu'on s'est connus. D'accord. Et ça change beaucoup de choses, parce que si vous voulez brusquer, vous faites l'inverse, ça ne va pas marcher. Et donc la Chine, qui est quand même un gros marché, vous avez des filières en Chine ? Non, pas du tout. D'accord. Parce que la Chine, c'est quand même un gros marché, et eux ont vraiment une culture totalement différente de la nôtre. Alors je suppose qu'il y a eu beaucoup d'études sur ce marché chinois. Est-ce que vous avez idée un petit peu de comment ça peut se passer, la négociation avec ce géant ? C'est un type de négociation un peu neuf pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement, il va prendre, déjà qu'on est considéré par les étrangers, parce qu'il est toujours très bon de commencer par faire référence à soi, comme étant des gens qui ont besoin d'établir, si on regarde la relation, d'établir une relation humaine avant de passer au stade de la persuasion et de tous ces sous-actes liés à la collaboration et, pour finir, la négociation, comme l'évoquait Sylvie, c'est tout, il faut le décliner. Donc effectivement, ce champ-là va varier. Nous, les Français, sommes déjà considérés comme étant des gens qui avons besoin d'établir une relation pour créer la confiance et vouloir avancer dans les affaires ensemble. Mais ce champ-là, il va falloir le déplacer encore quand on arrive sur la Chine. C'est-à-dire que la relation, c'est ce monsieur qui disait « je ne veux plus aller en Chine », était en train de se méprendre totalement, puisqu'à partir du moment où les Chinois étaient en train de l'appeler, c'est que ça y est, sa négociation avait fonctionné, qu'il avait investi le temps nécessaire. Et donc vous allez creuser, pour les Chinois, la référence au temps, c'est un lac. Quand pour les Américains, le temps, c'est de l'argent. Donc vous voyez déjà les champs que ça peut ouvrir et ce que ça va impliquer au niveau du temps en amont de la négociation. Le rapport au groupe que j'évoquais tout à l'heure, qui est une dimension observable, est-ce que j'y vais seule ? Les Chinois, les Japonais ont besoin de voir avec qui ils vont interagir. Mais déjà les Espagnols, vous êtes tout seul, mais je ne vais pas travailler avec vous tout seul dans les 3 ans, dans les 30 ans, dans les 15 ans, les 10 ans, peu importe, qui vont venir. Montrez-moi vos équipes, voyons voir ce qu'ils ont comme savoir-faire, qu'est-ce que je peux établir avec eux. Donc amenez-moi tout le monde. Et c'est des réflexes que nous n'avons absolument pas
Donc, au-delà de tous ces champs, voilà comment, sur la Chine, il va falloir réfléchir, organiser, comment on fait bonne impression, où est-ce qu'on va créer la confiance, tous ces éléments qu'il va falloir prendre en considération. Et encore une fois, ne pas rester figé, pouvoir adapter aussi à son interlocuteur. Et quand vous avez un groupe en face de vous, c'est important aussi d'avoir des clés de lecture. Par exemple, je pensais aux Japonais, parce que j'ai beaucoup négocié avec des Japonais. Vous avez plusieurs personnes, et bien souvent, la personne qui ne parle pas, la personne qui parle n'est pas celle qui va prendre la décision. Vous avez la personne qui est la plus importante, ne parle pas. Et c'est important de savoir identifier ça. D'accord. Je voudrais juste ajouter que dans la négociation, il y a aussi une différence peut-être entre beaucoup de pays occidentaux qui tendent à voir le contrat comme la fin. C'est-à-dire une fois qu'on a négocié, on a le contrat. Après, c'est plus qu'une affaire de mise en œuvre. Alors qu'en Chine, le contrat n'est qu'un temps dans une relation beaucoup plus longue. Et du coup, c'est pas parce qu'on a signé un contrat qu'on est... Et puis surtout, on va se sentir tout à fait habilité à le renégocier en permanence. Donc ça déstabilise beaucoup les Occidentaux qui voient qu'un accord sur un point à un moment donné est valide ensuite. Dans une relation beaucoup plus fluide, à beaucoup plus long terme, on parlait de la relation OTAN avec les Chinois, si le contexte a changé, les circonstances se sont modifiées, il est tout à fait légitime de revenir sur des éléments du contrat qui ne sont qu'un symbole, un moment de la décision de faire affaire ensemble, et pas du tout un contrat bien formel, défini et strict comme on va le concevoir dans l'univers occidental. D'accord, bon très bien, écoutez, j'espère que oui, cette négociation, c'est vrai que c'est beaucoup d'enjeux, donc il faut savoir bien l'appréhender. Voilà, donc nous allons nous retrouver tout de suite après une courte pause pour justement voir comment est-ce qu'on peut bien se préparer à l'expatriation. À tout de suite.